Ce qui est dommage parce qu'un cancer du sein, quand il est pris précocement, c'est pas grave. Ouais. Un cancer du sein qui est pris parce qu'il n'a pas été dépisté à temps, il y a une invasion dans la vie quotidienne de la personne qui est impactée et c'est vraiment dommage, ce qui n'est pas le cas si c'est dépisté en temps et en heure. Voilà, alors il y a le cancer du sein, il y a le cancer du côlon et il y a le cancer du poumon. Attraction et rétention des talents. Engagement au travail, productivité et efficacité des salariés. Bien-être des salariés. Le bien-être, c'est vague. De quoi parle-t-on? Émotionnel. Social. Physique. Financier, pardi. Bienvenue dans le podcast Les clés du bien-être de WTW, le podcast dédié à l'accompagnement santé, bien-être, prévention et équité. Dans un environnement professionnel où l'attraction et la rétention des talents sont les maîtres mots, construire et développer une politique bien-être semble incontournable. Que vous soyez DRH, manager, salarié, dirigeant d'entreprise ou encore partenaire social, nous avons conçu ce podcast pour vous offrir des perspectives inspirantes, des conseils pratiques et des histoires captivantes. Tout au long de cette série, notre experte sur le sujet chez WTW, Géraldine Guimarès, sera accompagnée d'invités exclusifs sur des thématiques précises du bien-être et de la qualité de vie au travail. Patricia Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Cancer Consult. Oui, tout à fait. Et je vous remercie de m'interviewer aujourd'hui. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots. Alors moi, je suis une entrepreneuse et en fait, j'interviens en santé et plus particulièrement dans le cancer puisque j'ai monté 3 solutions digitales qui permettent en fait pour Cancer Consult de demander un deuxième avis en cancéro, uniquement et exclusivement. On va justement détailler ça parce qu'il n'y a pas que le second avis dans votre solution qui est intéressant et on pourra détailler tout ça. Avant de commencer, je pose toujours une question à nos auditeurs et une introduction du sujet. Ma question, en fait, est la suivante. Un récent rapport a fait parler 4000 patients atteints d'un cancer. D'après vous, quels sont les 3 premiers domaines clés d'amélioration? Eh bien, je vous le dis de suite. 1. Assurer un diagnostic rapide, précis et approprié. 2. Améliorer l'échange d'informations, le soutien et la prise de décision partagée. Et 3. Faire des soins multidisciplinaires. Parce que les caractéristiques de chaque cancer sont particulières, il est nécessaire d'individualiser l'accompagnement. Et si l'employeur pouvait apporter un soutien global et personnalisé, permettant aux collaborateurs de concilier soins, vie personnelle et bien-être personnel, tout en préservant son engagement et son intégrité au sein de l'organisation. On se parle ici d'un accompagnement humain qui est non seulement très apprécié, mais plus qu'utile. Il repose sur une approche coordonnée et holistique visant à répondre aux besoins médicaux, psychologiques, organisationnels et humains. Nous échangeons sur cela avec vous, Patricia Rigaud, dans cet épisode. Est-ce que pour commencer, vous souhaitez réagir à cela et en profiter pour nous parler de l'approche globale? Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, la perte de chance, parce que tout le monde n'est pas forcément égal à la maladie, ne serait-ce que si on habite une grande agglomération ou tout simplement dans une ville plus petite et plus éloignée en fait d'une ville, l'accès aux experts est un petit peu plus compliqué. D'où l'importance en fait de recueillir un deuxième avis. Et puis ensuite, l'approche holistique est très importante puisqu'on sait qu'un patient en fait qui comprend sa maladie a plus de chances d'avoir une efficacité sur son parcours de soins. Et puis ensuite, il y a bien évidemment le traitement, mais il n'y a pas que le traitement. Le traitement a des effets indésirables qu'il faut aussi prendre en charge. Et là, c'est important de pouvoir se faire accompagner psychologiquement ou tout simplement physiquement parce qu'on a des boutons cutanés, qu'on n'ose pas toujours en parler à son docteur et que cet environnement en fait, de la maladie est tout aussi important que la maladie elle-même. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que vous dites, parce que là j'avais déjà des premières questions, la question que l'on pose à tous nos interviewés, quelle est votre définition du bien-être? Alors la définition du bien-être faite par l'OMS en fait regroupe 3 points. Un bien-être physique, un bien-être mental et un bien-être social. Alors le physique, quand on n'est pas malade, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est forcément bien dans son corps. Donc pour être bien dans son corps, il y a des équilibres à avoir sur sa nourriture, sur son rapport à l'alcool, son rapport au tabac, etc. Ensuite le bien-être mental, c'est d'essayer de se préserver en fait du stress et de bien gérer la gestion de ses émotions. Ça, c'est important. Donc, on peut se faire aider, mais aussi on peut prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et puis ensuite, le bien-être social, c'est d'être épanoui, d'avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Alors, le bien-être, quand on est atteint d'une maladie grave ou d'un cancer, le bien-être physique, il est difficile puisqu'on est atteint physiquement par la maladie. Mais il est vrai que si on arrive à bien comprendre sa maladie, son traitement, son parcours de soins, eh bien, on peut mieux l'assimiler et donc mieux l'accepter et donc mieux le vivre. Donc ça, c'est très important. Le bien-être social, c'est très important d'être entouré, puisque quand on est atteint d'une maladie grave, on a souvent le sentiment d'être exclu. Ou d'être mal compris. Ou d'être mal compris et d'être seul, que personne ne peut vous comprendre face à la maladie, etc. Donc là, c'est très important de communiquer. L'employeur joue un rôle, les amis jouent un rôle, la famille joue un rôle, les médecins jouent un rôle. C'est aussi le rôle de se rendre compte si la personne est isolée ou pas. Et puis ensuite, le bien-être mental, c'est sûr que c'est une grosse source de stress, donc de pouvoir en parler, de pouvoir se faire accompagner. Et là, on revient sur la notion d'accompagnement holistique. Ça, c'est très important. L'employeur, à ce niveau-là aussi, peut jouer un rôle. Je voulais juste noter un point que vous avez dit qui était important. Justement, vous avez parlé on peut faire tout ça de manière en autonomie sur certains sujets et d'autres, on a besoin d'un soutien. Ça nous fait la transition. Vous aviez parlé du deuxième avis, mais par rapport à ce soutien et le soutien notamment holistique, si on se parle d'une de vos solutions à l'intérieur de ça, c'est tout l'accompagnement des patients dans le parcours de soins avec un case manager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors bien sûr. Donc en fait, quand on vient d'apprendre qu'on a une maladie, que ce soit le cancer ou une autre maladie grave, c'est un électrochoc. Et cet électrochoc, il faut du temps pour le digérer. Et puis, éviter toute perte de chance. Ça, c'est très important. De se faire accompagner, on rentre dans une logique où on ne comprend pas forcément tous les termes médicaux, on a du mal à décoder ce qu'on nous dit, on est sous le choc, on n'assimile pas forcément toutes les informations qui nous sont partagées. Donc, nous, on met en place un case manager qui va accompagner la personne qui se sent démunie, tout simplement parce qu'elle a eu une information qui est assez violente, de l'accompagner à l'hôpital, de pouvoir l'aider à déchiffrer ses comptes rendus médicaux, ses examens médicaux, la réorienter si c'est nécessaire, c'est-à-dire d'aller récupérer son dossier médical, d'aider au diagnostic, purement d'un point de vue d'accompagnement, et de faire en sorte que la personne va s'orienter vers le bon parcours de soins et de l'accompagner pour ça. Donc en fait, on a de la coordination, on a de la compréhension et des explications après les rendez-vous médicaux, on a de l'orientation, ce que j'entends, vers des différents experts. On a peut-être même une organisation autour d'un soutien psychologique, peut-être des groupes de soutien de parole, des groupes de parole. On a du dialogue, c'est-à-dire que la personne va écouter parfois, très souvent, c'est simplement l'écoute. Parce que quand vous pouvez en fait délivrer toutes les informations, tout ce que vous ressentez, toutes les questions que vous vous posez et que vous pouvez échanger avec quelqu'un, c'est déjà un pas qui vous amène à assimiler en fait ce qui vous arrive. Et puis de prendre des décisions, parce que parfois, je vous donne des exemples, une jeune femme qui a un cancer du sein, son généraliste l'emmène voir un chirurgien, et en fait, avant d'aller voir un chirurgien, il faudrait aller voir un cancérologue, enfin ce qu'on appelle un oncologue, parce que c'est l'oncologue qui va décider s'il faut l'opérer ou pas, ou s'il faut démarrer un traitement en adjuvant. Donc le rôle du case manager, c'est vraiment d'essayer d'éviter toute perte de chance ou une mauvaise orientation. D'organiser le parcours de soins. D'organiser le parcours de soins et de s'assurer que le parcours de soins est parfaitement adapté à la pathologie de la personne. Est-ce qu'on précise que le case manager est toujours la même personne, hein ? C'est un suivi ? Alors c'est un suivi, c'est absolument personnalisé. C'est vraiment quelqu'un qui va accompagner pendant un mois, en tout cas sur la période qu'on va définir, la personne qui vient d'être impactée par une maladie grave. Et c'est la même personne, absolument. Ce case manager, on a entendu tout l'accompagnement par rapport au parcours de soins. En quoi vient-il aider peut-être aussi du côté professionnel avec l'employeur ? Le case manager ? Le case manager. Alors, il peut aider sur comment j'annonce à mon employeur que je suis atteinte d'un cancer. Parce que c'est une source de stress, connaître mes droits, et m'accompagner au niveau du langage et surtout au niveau peut-être de l'aménagement du temps de travail compte tenu de mon parcours de soins. C'est-à-dire que le case manager va lui donner une vision de ce qui va lui arriver dans les 6 mois qui viennent et de pouvoir aider la personne impactée sur comment est-ce qu'il peut s'organiser avec son employeur. Parce que ce qu'il faut savoir, et les études le prouvent, c'est qu'une personne qui est impactée par un cancer, plus vite elle revient travailler, plus son parcours de soins sera efficace. Je ne parle pas du traitement, je parle de son parcours de soins. Pourquoi ? Parce que c'est pas en s'enfermant dans sa chambre et en tirant les rideaux, en disant « mon Dieu que ce cancer
disparaissent avec mes traitements, c'est en ayant une vie sociale et en pensant un peu à autre chose que simplement s'inquiéter pour sa maladie. Donc, le case manager a ce rôle aussi d'essayer de lui décortiquer, de lui faire comprendre comment va s'organiser son parcours de soins pour qu'il puisse négocier soit un aménagement de temps de travail, soit un aménagement de poste avec son employeur. Mais ceci d'un point de vue médical, parce que le case manager a des compétences médicales pour pouvoir accompagner et lui faire comprendre en fait quels sont ses enjeux. Très bien. Un autre soutien humain, et non des moindres, c'est l'IPA, l'infirmière en pratique avancée. Une IPA, pourquoi une IPA? Parce que donc c'est une infirmière en pratique avancée, parce que en fait, quand vous êtes en consultation, je ne sais pas si les auditeurs en fait connaissent le temps en fait d'une consultation en oncologie, mais ça dure entre 10 et 15 minutes. C'est extrêmement rapide. D'accord. Donc quand vous rentrez dans le bureau du docteur à l'hôpital, vous avez un stress, savoir si votre tumeur a régressé ou progressé. Donc déjà, c'est la première réponse que vous attendez. Et vous oubliez objectivement toutes les questions périphériques. Est-ce que j'ai le droit de partir en vacances? Est-ce que je peux m'exposer au soleil? J'ai des vomissements, j'ai du mal à me nourrir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis une grande sportive, je fais plus de sport. Qu'est-ce que je pourrais faire comme type de sport adapté? C'est-à-dire que le collaborateur s'était fait une petite liste de questions en disant « Tiens, je vais savoir si ma tumeur va dans le bon sens. Et puis, j'en profiterai pour poser 2-3 questions. » Alors, ce n'est pas tout à fait une liste de questions. Il va pour savoir comment son cancer bien évolue sûr. ou régresse. Donc, Mais il espère aussi pouvoir avoir Alors, quelques... et après, il avait plein de questions, bien évidemment, à poser. Il a des petits boutons, il se demande si c'est normal. Bon, et toutes ces questions, ça passe très vite, une consultation. Puis, il a aussi la peur de déranger le docteur, parce que le docteur, lui, il est focus sur la tumeur. Donc, cette peur de déranger fait que très souvent, il y a plein de questions qui restent sans réponse. Et donc, on dérange l'infirmière. Et donc, on dérange. Alors, c'est pas qu'on la dérange, mais là, nous, on met à disposition, toujours dans cette approche holistique, une infirmière qui va pouvoir passer un peu de temps avec le patient. Et là, il pourra lui poser toutes les questions auxquelles il a envie d'avoir des réponses. Est-ce que je peux partir en vacances? Parce que parfois, les patients, ils s'imaginent que parce qu'ils ont un cancer, ça suffit déjà. Et en plus, ils vont pas poser des questions sur les vacances. Ou ensuite, j'ai du mal à manger, ou j'arrive pas à reprendre du poids suite à mes traitements en chimiothérapie, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou je faisais beaucoup de sport et j'en fais plus, et je suis fatiguée, donc je trouve que courir, c'est... Trouver une pratique adaptée. Voilà, et puis après, l'infirmière pourra lui recommander des lieux, des organisations pour que la personne puisse reprendre le sport, ou tout simplement l'orienter vers de la sophro, l'orienter aussi vers peut-être un psychologue pour l'aider à dialoguer, pour l'aider à mieux comprendre son langage avec ses proches ou avec ses amis. Enfin voilà, des informations et des contacts et des mises en relation que l'IPA et des conseils que l'IPA peut absolument donner aux patients sur tout ce qui touche à l'environnement de la maladie. Est-ce que les établissements de santé ne sont pas justement en train d'inclure cette prestation de l'infirmière qui pourrait suivre ou... Alors bien sûr, notamment les centres de lutte sont très actifs en fait justement sur l'accompagnement. Par exemple, à l'Institut Curie, il y a de la sophrologie, il y a du yoga. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Tous les patients ne le savent pas. Tous les patients en fait viennent de loin, alors parfois c'est un petit peu compliqué quand l'hôpital est à Paris et que vous habitez à 40 km ou à 100 ou à 150 km, vous ne pouvez pas venir faire juste une séance de yoga. Donc d'où l'importance en fait de pouvoir contacter cette IPA qui va vous donner des informations, des contacts, vous faire des recommandations et surtout vous guider par rapport à votre pathologie, à ce qui peut le mieux correspondre à ce que vous attendez. On arrive déjà à la fin de notre épisode qui se voulait court. Mais avant de se laisser, peut-être un mot sur l'accompagnement que vous proposez également pour les employeurs et les collaborateurs en termes de prévention et de dépistage. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est très important. On est absolument tous persuadés, quand je dis tous, c'est nos organisations, tout ce qui est paramédical, mais aussi les médecins. Les entreprises peuvent jouer un rôle majeur dans la prévention. Donc, il y a des sensibilisations, des ateliers ou des webinaires ou des sujets sur lesquels on sensibilise bien évidemment les populations de salariés sur la prévention. Donc, dans les cancers comme les cancers du sein, sur cette prévention et sur l'importance du dépistage. En Île-de-France, pour vous donner une petite idée, seulement 36% des femmes se dépistent. Ce qui est dommage parce qu'un cancer du sein, quand il est pris précocement, c'est pas grave. Ouais. Un cancer du sein qui est pris parce qu'il n'a pas été dépisté à temps,
il y a une invasion dans la vie quotidienne de la personne qui est impactée. Et c'est vraiment dommage, ce qui n'est pas le cas si c'est dépisté en temps et en heure. Voilà, alors il y a le cancer du sein, il y a le cancer du côlon et il y a le cancer du poumon. Donc il y a la possibilité, nous donnons la possibilité en fait de mettre en place des journées de dépistage pour les entreprises. Qui sont faits bien évidemment en partenariat avec des hôpitaux. Donc on a des partenariats avec Gustave Roussy, des partenariats avec l'hôpital Foch, aussi avec Léon Bérard, et on a la possibilité de mettre des partenariats également en province. Mais au-delà de ces notions de dépistage, ce qui est intéressant aussi, c'est des sensibilisations sur les hérédités. Ma mère a eu un cancer du sein, ma sœur a un cancer du sein, ma tante a eu un cancer du sein. Ça vaut peut-être le coup de pousser un tout petit peu plus les choses, d'en prendre conscience et de se faire prendre en charge, justement pour éviter d'avoir dans 10, 15 ans une mauvaise nouvelle. Donc ces ateliers, en fait, alors ils ne sont pas du tout là pour stresser les populations de salariés parce que ce serait un drame, mais c'est fait par des médecins, des experts, donc il y a un langage, il y a de l'humour, il y a de la légèreté, et au contraire, on essaye vraiment de faire prendre conscience que c'est important, notamment sur la chaîne des hérédités, de savoir si on peut être frappé à un moment ou un autre par le cancer. Après, il y a d'autres choses sur les comportements. Parfois, on est tous addicts à notre téléphone, mais alors là encore, c'est pas très grave parce qu'on est à peu près tous à la même enseigne. Mais addicts, par exemple, de manière compulsive à de la nourriture, d'en faire prendre conscience, à l'alcool, au tabac. Donc là, il y a des médecins qui sont là aussi pour sensibiliser. Et là, l'idée, c'est vraiment une prise de conscience pour éventuellement faire changer légèrement des comportements que peuvent avoir les populations de salariés. C'est semer une graine pour que ça fasse... Absolument. Ouais. On arrive à la fin de notre échange. Merci Patricia. Je vous laisserai le mot de la fin, justement, si vous avez une petite conclusion. Moi, je retiendrai tout cet aspect humain et cet accompagnement parce que une fois qu'on apprend que le diagnostic est tombé, vraiment la complexité, on perd tous ses moyens, même si on était un pro de l'administratif et peut-être un pro de la communication, on en perd tous ses moyens et que l'accompagnement humain est essentiel. Alors, il est essentiel et je rejoins ce que vous avez lancé en introduction. La notion de perte de chance est importante. L'INCa, Institut national du cancer, recommande à tous les Français de demander un deuxième avis quand on a un cancer. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause l'avis du docteur, parce que dans 70% des cas, le docteur a raison, mais il s'agit de s'assurer que l'orientation qui vous est donnée est vraiment la bonne. Et le deuxième avis sert vraiment à ça. Et en fait, l'INCa recommande de demander un deuxième avis et ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que dans 30% des cas, l'orientation n'est pas forcément bien faite pour plein de raisons. Et dans ce cas, le médecin peut s'en rendre compte et là, on va être extrêmement aidant. Et encore une fois, par rapport aux autres plateformes qui existent sur le marché qui sont très performantes, nous, on a un point de différence. On ne peut pas demander un deuxième avis pour son cancer de la même manière qu'un deuxième avis pour une opération du genou. Tout simplement parce qu'il y a un impact humain, la vie est en jeu et qu'on a besoin d'avoir un accompagnement humain, ce qu'on essaye d'apporter au sein de Cancer Consult. Merci Patricia. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré. Ensemble, continuons d'en parler pour cultiver le bien-être et la prévention. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.wtwco.com. Nous serons ravis de vous accompagner.